C'est très nouveau dans l'intelligentsia américaine que des anciens diplomates chevronnés, des gens qui sont au board de Foreign Affairs, des gens comme Dennis Ross et des anciens négociateurs de l'époque Clinton, adhèrent aujourd'hui à un principe de règlement du conflit et surtout d'un plan Trump qui n'est plus brocardé comme étant, on va dire, la courroie de transmission des desiderata des Russes, mais une vision, somme toute, assez réaliste de ce qui se passe en Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Bonjour à nos chers abonnés d'Omerta. Oui. Régis, aujourd'hui, on va décrypter le nouveau plan de paix. On va décrypter un plan que personne n'a, mais il y a une chose qu'on sait, Aïcha, c'est qu'il a été donné par les Ukrainiens, la nouvelle version, à Donald Trump, à Jared Kushner, évidemment à Steve Witkoff, qui ont le plan. On sait que les Ukrainiens, ça y est, l'ont préparé, ils ont leur contre-plan. Maintenant, ce qu'il y a dedans, on va analyser quand même, parce qu'il y a des choses quand même qu'on peut deviner ou esquisser. Voilà. Bah oui, parce qu'après 10 jours de tractation, une tournée des dirigeants européens, Volodymyr Zelensky a donc soumis ce nouveau plan de paix. Régis, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Fatalement, tout le monde, et c'est pas vraiment une nouveauté, c'est qu'il y a un désaccord majeur entre les Russes et les Ukrainiens sur la question des territoires, de qui cède quoi à qui. Volodymyr Zelensky n'arrête pas de répéter, comme d'autres dirigeants ukrainiens, à qui veulent entendre que la question de la souveraineté de l'Ukraine ne se brade pas, que la reconnaissance des territoires annexés par les Russes ou conquis par les Russes ne se fera pas. Bref, il veut tendre une réalité alors que le terrain lui démontre l'inverse. C'est-à-dire qu'on se doute bien que les Russes ne signeront jamais quoi que ce soit qui les forcerait à quitter un territoire dont ils ont mis 3 ans, bientôt 4 ans, à conquérir. Ça paraît absurde et forcément, à un moment, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui cède. Et je pense savoir qui va céder. Mais bien sûr, au-delà de ça, la question des garanties de sécurité est essentielle pour l'Ukraine, la question de la taille de l'armée ukrainienne, la question de la reconstruction de l'Ukraine est importante. On sent que sur chacun des chapitres, quand on écoute les échos un peu à droite à gauche des observateurs, on sait que on progresse. On progresse et que ce n'est pas vain, parce qu'on a l'impression parfois que c'est un peu déroutant. On a l'impression que quand Zelensky rencontre Witkoff ou Rubio, immédiatement le communiqué après, qui ne donne rien d'avancée spectaculaire, mais on dit la discussion était constructive, positive, etc. Quand les Russes rencontrent Witkoff et Kushner, pendant 5 heures à la Maison-Blanche, la discussion a été positive, il y a eu des avancées, sauf qu'à chaque fois, on ne connaît pas ces avancées. Alors maintenant, il y a une chose très intéressante, Aïcha, qui est quand même de regarder au-delà des observateurs, des commentateurs habituels. Des gens comme Marco Rubio, des gens comme Steve Witkoff, Jared Kushner, Donald Trump, qui fait son point presque tous les jours et qui laisse filtrer parfois quelques petites choses, mais qui ont plus trait à son impatience, à ses frustrations vis-à-vis des uns et des autres sur cette histoire, et qui montrent vraiment que Donald Trump, aujourd'hui, est très en colère contre les Européens, un peu moins contre Zelensky, parce que Zelensky semble se rallier à son plan, mais en tout cas, Donald Trump nous donne quelques petites indications. Et moi, j'ai trouvé une chose qui est une publication américaine qui s'appelle Foreign Affairs. Alors, Foreign Affairs, ceux qui nous regardent connaissent sans doute cette publication. On ne peut pas dire que Foreign Affairs, ce soit le journal de Tucker Carlson, de Steve Bannon ou de Joe Rogan. Hein. On n'est pas dans le MAGA, on est plutôt dans des gens qui ont épousé à certains moments les idéaux des néoconservateurs et qui sont encore très empreintes de cette philosophie-là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font un article où ils expliquent que Trump, malgré les sceptiques, va peut-être faire le deal. C'est le titre de l'article. Et ensuite, on voit que quand même, ce vers quoi Trump veut emmener l'Amérique commence à trouver un écho, y compris chez ses adversaires. Et je vous cite les principaux points de l'article. La guerre doit cesser maintenant en Ukraine. Plus l'Ukraine attend, plus
plus elle sera détruite. Les atlantistes ne se risqueront pas, alors ils ne disent pas les atlantistes, mais c'est voilà, en gros l'Occident, les États-Unis plus les Alliés, ne se risqueront pas à une guerre contre la Russie pour sauver l'Ukraine. La reconstruction de l'Ukraine coûtera plus de 500 milliards de dollars. Kiev ne peut pas freiner la Russie. 7 millions d'Ukrainiens ont fui le pays, ça on le sait. Et autre point très important qui n'était jamais abordé ou presque dans ce genre de publication, la concentration de pouvoir à Kiev. Là, on sent bien tout l'effet de la révélation du scandale sur la corruption. Le refus de Zelensky, alors ça c'était avant parce que ça date d'il y a quelques jours. Hier, Zelensky a dit qu'il acceptait, on en a fait une émission, a dit qu'il acceptait la tenue d'élections. Mais ils disent la concentration de pouvoir à Kiev sape les fondations du pays. On n'en est plus à dire on défend la démocratie, nos principes, nos valeurs en donnant des armes à l'Ukraine jusqu'à ce qu'il faut. C'était pourtant la position de ce type de publication avant. Et donc, et ils le disent ouvertement, ils l'écrivent, le scandale sur la corruption illustre la concentration du pouvoir. Voilà. Alors, au-delà de ça, ils font d'autres constats hein, sur le lourd tribut payé par la Russie, etc., etc. Son économie qui stagne, etc. Le fait que Moscou n'a pas investi dans les technologies d'avant-garde, se trouve à la traîne par rapport aux US et à la Chine. On peut arguer du fait que les Chinois donnent leur technologie indirectement aux Russes et ça leur permet de faire la guerre. Bref, l'Ukraine et la Russie, ça ils le reconnaissent évidemment, ne sont pas d'accord sur la répartition des territoires, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, mais pour autant, selon eux, un accord peut être trouvé. Ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau dans l'intelligentsia américaine que des anciens diplomates chevronnés, des gens qui sont au board de Foreign Affairs, des gens comme Dennis Ross et des anciens négociateurs de l'époque Clinton, adhèrent aujourd'hui à un principe de règlement du conflit et surtout d'un plan Trump qui n'est plus brocardé comme étant on va dire, la courroie de transmission des desiderata des Russes, mais une vision, somme toute, assez réaliste de ce qui se passe en Ukraine. Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream où les médias Internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre. Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité et la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Mais Régis, on sent Donald Trump, en tout cas d'un point de vue communicationnel, plutôt attentiste sur l'Ukraine, voire totalement désengagé quand il dit hier, je cite, parfois il faut laisser les individus se débrouiller tout seuls. Oui. On le sent plutôt en recul. Bon, ça, c'est un point de vue qui avait déjà été ébauché il y a 2-3 semaines par J.D. Vance. Cette idée du désengagement, on sait que J.D. Vance, traditionnellement, c'est le plus isolationniste des personnages autour de Trump. Hein. Il incarne un courant américain qui est, on va dire, il vient donner des leçons à l'Europe, il lui explique qu'elle risque de disparaître et il fait des discours, on va dire, moralisateurs à l'Europe. Mais c'est pourquoi c'est parce que il a, lui, cette vision de l'Amérique comme étant... comme tournant le dos à l'Europe, ce qu'elle a fait traditionnellement. Quand les Quakers sont venus aux États-Unis, ils ont tourné le dos à l'Angleterre. Quand les Allemands, on va dire les premiers socialistes allemands, sont venus s'installer dans le Middle West, ils ont tourné le dos à l'Empire allemand et à Guillaume II. L'Amérique est faite de repris de justice, de malfrats, de miséreux qui sont venus. Et ça a donné quoi ? Ça a donné l'idée que
l'Amérique était la Nouvelle Jérusalem et qu'on allait, donc une dimension religieuse aussi, mais qu'on allait créer un nouveau monde par opposition à l'ancien. Et même si les États-Unis sont intéressés par l'Europe, même si les États-Unis sont puissants et, on va dire, interférents dans le reste de l'humanité, il y a toujours chez eux cette idée, pour partie sur laquelle a été construit le mouvement MAGA, Make America Great Again, America First, c'est-à-dire occupons-nous des Américains d'abord. Et donc ça veut dire que pour Trump et pour Vance, revenir dans une position où on a pris le siège arrière dans la voiture, sauf qu'il n'y a toujours pas de pilote, c'est pas l'Europe. L'Europe essaye de conduire, mais si vous voulez, c'est un peu comme quand vous mettez un enfant qui va conduire la première fois. Il a du mal à voir au-dessus de la rue. Je dis bien ça à des fins, parce que les États-Unis offrent le renseignement qui permet à l'Ukraine de voir ce que l'Europe n'est pas capable de faire, n'a pas les mêmes moyens pour pouvoir renseigner l'Ukraine et pouvoir lui permettre d'être guidée. Donc ils sont sur le siège arrière, ils n'ont pas quitté la voiture complètement. Ils n'ont pas complètement enlevé le renseignement, sinon ça serait une catastrophe pour l'Ukraine. Donc il y a encore une participation américaine, mais à la fois dans les faits sur l'armement qui aujourd'hui est acheté par les Européens et ensuite rétrocédé à l'Ukraine. Mais il n'y a plus de livraison directe. Donc à la fois dans les faits et dans le verbe, Donald Trump, quand il dit que chacun se débrouille, ça veut dire que le meilleur gagne sur le champ de bataille. C'est ça. C'est pas tellement... vous vous rendez compte un peu le discours. Vous entendez Emmanuel Macron, vous entendez Keir Starmer, vous entendez Friedrich Merz, et vous avez Donald Trump qui vous dit faut que chacun se débrouille. Bah oui, mais l'Ukraine est en train de perdre. Bah oui, mais ce sera comme ça. Et Donald Trump, l'autre jour, a rappelé, lors d'une de ses fameuses conférences de presse quasi quotidiennes, que certes, en janvier dernier, le 28 janvier, il avait engueulé Zelensky, humilié, certains ont dit, à la Maison-Blanche, mais il a rappelé que si Zelensky, à l'époque, avait accepté son plan, l'Ukraine serait dans une bien meilleure situation qu'elle ne l'est aujourd'hui. Sous-entendant que si l'Amérique se désengage et qu'elle laisse y aller les Européens avec les Ukrainiens, avec très peu de chances finalement de renverser la vapeur, dans 6 mois, l'Ukraine sera dans une situation encore pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Régis, peut-on envisager un scénario où les Européens se débrouilleraient seuls, sans les Américains, sur la question ukrainienne ? J'ai un peu répondu dans cette question, mais si je vais creuser un peu, si vous voulez, le problème des Européens, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Qu'ils soutiennent financièrement l'Ukraine, ça c'est acté. Qu'ils lui achètent du matériel pour ensuite l'envoyer sur le front, c'est acté. Maintenant, le problème de l'Ukraine, c'est la pénurie d'hommes. Est-ce que cette pénurie d'hommes peut être ad vitam compensée par un achat de matériel, de drones utilisés en position de défense, d'artillerie, etc., qui pourrait ralentir? Alors, disons que l'effort des Européens peut permettre à l'Ukraine de ne pas s'effondrer. Ça, c'est le point positif. Maintenant, à mesure que les choses avancent, on sent bien que les Russes conquièrent des villes. Les Ukrainiens, depuis 2 ans, n'ont conquis aucune ville. Ils conquièrent parfois un petit village, mais dirons-nous, la tendance, elle est en faveur des Russes. Et aujourd'hui, l'arrivée des Européens et l'éclipse américaine ne vont faire que renforcer cette tendance. Ça prendra, pour prendre Kramatorsk, Sloviansk, qui sont les grosses forteresses de l'Ukraine, ça prendra peut-être 6 mois, 1 an encore. Mais dans quel état sera l'Ukraine au moment où les Russes finiront de conquérir ce qu'ils ont demandé par la négociation et qu'ils auront par les armes? Parce qu'il faut rappeler à nos dirigeants et à pas mal de nos auditeurs qu'une guerre, malheureusement, elle se gagne toujours sur le champ de bataille. Elle ne se gagne pas avec des « Ah oui, mais c'est scandaleux ». Non, elle ne se gagne pas dans des couloirs de négociation. C'est la guerre, elle se termine, il y a le verdict du champ de bataille et ensuite on fait les traités. Hier, Donald Trump a affirmé que 82% des Ukrainiens veulent un accord avec la Russie. Certains pointent du doigt une déclaration complètement infondée. Pensez-vous, vous, que l'opinion publique ukrainienne soit prête à accepter ? Je ne pense pas qu'elle soit à 82%.
les Ukrainiens sont très fiers de ce qu'ils ont réalisé et de leur capacité de la résistance qu'ils ont été capables d'afficher face à l'invasion russe. Beaucoup de familles ukrainiennes ont perdu des hommes, ont perdu des parents, des cousins. À peu près, là, on ne connaît pas les chiffres. Je ne vais pas spéculer sur les chiffres. 1 million de morts d'un côté, 1 million de morts de l'autre, 1 million de morts des deux côtés. En tout cas, un nombre assez conséquent d'hommes ont disparu pendant cette guerre, sans compter les blessés. Je citais l'autre jour cet exemple qui a été pris par Reuters, qui au mois de mars dernier avait suivi le destin et l'évolution dans l'armée au moment de leur engagement de 11 soldats venus de la vie civile, âgés de 18 à 24 ans. Et le constat, je ne vais pas revenir dessus, mais le constat qu'en faisait Reuters, c'est que sur ces 11 soldats, plus aucun de ces 11 soldats n'est apte à combattre aujourd'hui. Voilà. Ça en dit long déjà sur les blessés, sur les morts aussi, sur les disparus. Parmi les disparus, il y a ceux qui, effectivement, dont le corps n'a pas été recouvré sur le champ de bataille, mais il y a aussi ceux qui sont partis. Il y a les déserteurs, tout un tas de sujets qui ont longtemps été tabous et dont on se rend compte aujourd'hui de l'ampleur. Donc voilà, pour répondre à cette question, non, l'Europe ne peut pas remplacer les États-Unis. Et oui, si les États-Unis se désengagent, les choses vont s'accélérer en faveur des Russes. Régis, alors que Zelensky est sous la pression donc, de l'administration américaine, un institut de recherche allemand qui s'appelle Kiel prévient que l'aide militaire à l'Ukraine pourrait atteindre son plus bas niveau cette année. Donc il y a véritablement, factuellement, un désengagement en cours. Et complètement, oui, complètement. Et l'Ukraine a boosté ces 2 dernières années sa production interne. Aujourd'hui, elle est capable de produire environ 60% des armes qu'elle utilise sur le champ de bataille, ce qui est déjà assez remarquable. Elle a fait, par exemple, pour reprendre l'exemple du canon César, qu'on a fourni à l'Ukraine au compte-gouttes. On a dû en fournir à peu près une 30aine d'exemplaires qui ont beaucoup servi, parfois trop d'ailleurs. Ils ont été utilisés intensément et donc ça a déréglé le canon. C'est un vrai problème qu'a eu le canon César. Aujourd'hui, c'est très difficile de les déplacer à cause des drones. Donc ils ont tendance à être utilisés en position d'artillerie un peu à la manière des chars. Mais ils sont toujours utilisés. Mais qu'est-ce qu'ont fait les Ukrainiens ? Les Ukrainiens ont en gros copier le canon César pour produire un nouveau véhicule donc avec un canon qui s'appelle Bogdana. Et là, pour le coup, ils en sont à plusieurs dizaines d'exemplaires par mois. Disons qu'ils ont commencé, voilà, ils ont pris l'exemple et dans beaucoup de domaines, ils ont eu des résultats assez performants, utilisant au départ les drones civils à des fins militaires, les détournant, donc avec le DJI et le FPV. Maintenant, sur les drones filaires, ils ont pris pas mal de retard sur les Russes, mais ils restent encore très compétitifs. Donc l'armée ukrainienne aussi, elle s'est, on va dire, renforcée à travers ces régiments d'élite. Azov est un vrai exemple. D'abord, en termes de recrutement, Azov n'a pas de problème de recrutement. Je passe la controverse sur l'orientation politique d'Azov, mais je parle de l'impact qu'elle peut avoir auprès des autres unités ukrainiennes et du modèle qu'elle a su apporter à cette armée ukrainienne. À une époque, on disait d'Azov, il faut que le bataillon Azov intègre l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, c'est presque l'armée ukrainienne qui est en train d'intégrer le bataillon Azov. C'est-à-dire que voilà, en termes de performance, d'ardeur au combat, de formation, de patriotisme, là il y a des unités pilotes qui permettent à l'armée ukrainienne, quelque part, de se sortir de ces écueils, des écueils dont elle a fait preuve depuis des années, une conception trop centralisée du commandement, au contraire, une conception au niveau des brigades trop éclatée, avec une pensée, une culturelle cosaque, c'est-à-dire des brigades en compétition les unes avec les autres, qui dans les rues de Kiev vous mettent des affiches en disant « venez chez moi » plutôt que d'aller chez l'autre. Bref, une conception très particulière de la guerre qui se retrouve d'ailleurs au niveau stratégique. C'est-à-dire que les Ukrainiens peuvent avoir des résultats tactiques, mais ils ne sont pas capables de bouger.
Les Russes, quand ils se sont désengagés de Kharkov et de l'est de Kharkiv et de Kherson, ils ont bougé, ils ont fait des offensives en retrait, des retraites. Et à ce moment-là, on a dit, ah oui, ils perdent le pied. Pas du tout. Ils ont consolidé leur ligne de défense. Ça, l'Ukraine n'a pas été capable de montrer des choses pareilles. Elle est en position défensive, et quand on est en position défensive, malheureusement, très difficile de retrouver comment, on va dire, des possibilités dans le mouvement. C'est l'autre qui impose son tempo à vous, et c'est vous qui résistez, donc c'est plus difficile de bouger. Merci Régis. Merci beaucoup Aïcha.